Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour une construction de l'ensemble des nombres complexes. Je refais en fait un chapitre que j'avais déjà fait. Donc il s'agit de construire le C. Alors évidemment, on veut construire un ensemble qui contienne R, alors je l'appelle delta, avec deux opérations, plus et multiplié, qui comme dans R sont associatives, distributives, enfin ont toutes les bonnes propriétés, et qui prolongent celles qui existent dans R. Et un élément I appartenant à delta qui vérifie I multiplié par I égale moins 1. Donc forcément, on ne peut pas appartenir à R, puisque l'équation x au carré égale moins 1, on le sait, n'a pas de solution dans R. Si x, y appartiennent à R, alors x, y appartiennent à delta, et x plus I multiplié par y appartient à delta, puisqu'on veut, c'est dans les hypothèses de delta, il y a deux opérations internes en fait, d'accord, plus et multiplié. Donc il faut que ça appartienne à delta. Soit E, l'ensemble donc de ces x plus I multiplié par y, où x, y appartient à R. Donc c'est inclus dans delta. I multiplié par 0 plus I multiplié par 0 est égal à I multiplié par 0 plus 0 égale I fois 0, et donc en soustrayant, on obtient tout de suite que I fois 0 est égal à 0. Et la commutativité me donne aussi ça. De plus, I n'appartient pas à R. Donc I n'est pas égal à 0. Voilà, évidemment. I multiplié par 1 est égal à distributivité à I fois I multiplié par 1, c'est-à-dire moins 1 fois 1 égale moins 1 qui peut s'écrire et multiplié par I. Donc en passant de l'autre côté, en factorisant I, ça me fait ça. Et en multipliant par I, ça va me faire, puisque I fois 0 fait 0, ça me fait ça. Et comme I au carré, ça fait moins 1, j'obtiens ça. D'accord? Donc en prenant l'opposé, ben, j'obtiens que I fois 1 moins I est égal à 0, et donc que I fois 1 égale I, et par la commutativité, 1 fois I est égal à I. Soit x, alors évidemment, ça j'aurais pu le supposer, c'est-à-dire supposer que 0 fois i égale 0, puis 1 fois i est égal à i, mais je ne l'ai pas fait. Soit x appartenant à R. X est égal à x plus 0, est égal à x plus i fois 0, donc lui il appartient à E. Donc R est inclus dans E. Et puis E et I évidemment, I qui peut s'écrire, je ne l'ai pas écrit ici, 0 plus 1i, appartient aussi à E. E est donc la plus petite partie de delta qui contienne R et I, et qui soit stable par l'addition et la multiplication. Je le redis, I est égal à 0 plus I fois 1. Soit x, y appartenant à R2, on a ces deux propriétés, x plus i fois y appartient à R équivaut à y égale 0, x plus i fois y est égal à 0 et équivaut à xy égale 0, 0. Démonstration pour la première, si ça c'est égal à alpha et que ça appartient à R, supposons que y soit différent de 0, ça fait i multiplié par y égale alpha moins x, et donc i est égal à alpha moins x multiplié par, puisque y est non nul, par l'inverse de y. J'aurais pu écrire fois 1 sur y. Et ça appartient à R. Or, on a vu que i n'appartient pas, donc ça voudrait dire que i appartiendrait à R, ce qui est faux. Donc y est bien égal à 0, et réciproquement, si y est égal à 0, x plus i fois y est égal à x, ça appartient à R. Petit 2, si je suppose x plus i fois y égale 0, comme 0 appartient à R, j'en déduis qu'y égale 0, et donc x plus i fois 0 égale 0, et donc x égale 0, et donc l'on a ça, et la réciproque est évidente. Si x, x', y', appartiennent à R, alors on a x plus y égale x' plus y', si et seulement si x égale x', et y égale y'. Démonstration, dans ce sens-là c'est évident, et dans l'autre sens, il suffit d'écrire ça, et donc on a tout de suite le résultat. Conséquence, tout élément de E s'écrit de façon unique x plus i multiplié par y, avec x, y appartenant à R2, et donc l'application qui a x, y appartient à R2, associe x plus i fois y appartient à E, elle est surjective, et on vient de voir qu'elle est injective, donc elle est bijective. Voilà.
Remarquons que phi de 1, 0 est égal à 1 et que phi de 0, 1 est égal à i. Désormais, on écrira iy au lieu d'écrire i multiplié par y, quel que soit y appartient à r. Et petit à petit, on va abandonner totalement le symbole multiplié. On a ces 4 réels là, et on fait cette multiplication en disant que les opérations plus et multiplié ont les mêmes propriétés que dans R. D'accord? Donc en fait, il y a une distributivité, première distributivité, puis une deuxième distributivité, hein, d'accord, à ce stade ici, et puis là, pour celui-là, on va utiliser aussi la commutativité. Donc ça fait ça, et donc on a moins y, qui va se marier avec x. D'accord? Donc on obtient x fois x' plus x, alors ça je peux l'écrire ix, y', d'accord? Là j'utilise la commutativité, parce qu'il faut faire passer le i devant, hein. Plus, et pareil pour l'autre, hein. I fois y, x', et puis j'avais vu que ça faisait ça. Donc ça fait exactement ça. Donc j'obtiens ça, ce qui va me permettre d'inventer une opération multipliée sur r au carré. Ensemble des nombres complexes, on pose C égale R croix R, que l'on munit des opérations addition et multiplication. Donc ça, on a vu pourquoi avant. Hein. Et on va démontrer que C est un anneau commutatif unitaire. D'éléments neutres 0, 0 pour l'addition, 1, 0 pour la multiplication. Par ailleurs, on a ça. Démonstration, la commutativité de l'addition et de la multiplication sont toutes les deux évidentes. Quel que soit xy plus 0, 0 est égal à xy, et 1, 0 fois xy égal à ça, ça me donne les éléments neutres. Si x', y' appartient à R2, on a ça, si et seulement si on a ça, c'est-à-dire x', y' égale moins x moins y. Donc tout xy appartient à C, à un unique élément symétrique x', y' pour l'addition qu'on appelle son opposé, et c'est pour ça qu'on le note comme ça. L'associativité de plus est évidente, donc on a C+, qui est un groupe commutatif. Bon, je démontre ça rapidement, il suffit d'appliquer, et puis ça, d'après ce que je viens de dire là, c'est l'opposé de 1, 0. J'en prends un autre de plus et je calcule ça. Il s'agit de démontrer l'associativité de la multiplication. Donc ça fait xy fois ça. Donc ça fait x fois ça, moins y fois ça, puis en deuxième position, x fois ça, plus y fois ça. Je développe et je trouve ça. Que je dois comparer avec ça. Ça, ça me fait ça, fois ça. Donc là, je fais ça fois ça, moins ça fois ça. Et d'accord. Et puis là, je fais ça fois ça, plus ça fois ça. Bon, je compare, c'est la même chose. Donc c'est bien associatif. La distributivité, donc il faut comparer ça et ça. Donc là, je calcule ça. Donc x fois ça, moins y fois ça. Et puis x fois ça, plus y fois ça. D'accord? Et je développe en même temps que je le fais. Hein. Et puis ici, il faut que je calcule ça. Donc ça, c'est ça, ça, ça. Je les ajoute, je trouve ça, je compare, et donc je vois que c'est distributif. La multiplication est distributive par rapport à l'addition. Là, de tout ça, ça y est, j'obtiens que C plus multiplié est un anneau commutatif unitaire. Conjugué d'un nombre complexe z égale xy, c'est le nombre complexe z bar égale x moins y. Z bar est le conjugué de z, et on a alors z fois z bar qui est égal à ça. J'applique les formules, ça fait x2 plus y2, et puis de l'autre côté, ça fait 0. Donc ça fait ça. Si xy est un nombre complexe non nul, alors xy fois ce truc-là est égal à 1, 0. Alors, effectivement, parce que quand je calcule ça, ça fait ça fois ça, moins ça fois ça, donc ça fait ça. Et puis l'autre, ça fait ça fois ça, plus ça fois ça, ça fait bien 0. Ça fait 1, 0. x2 plus y2, il est différent de 0, hein, parce que j'ai choisi xy différent de 0, 0. D'accord ? Ici, pareil, je prends xy différent de 0, 0. Alors, celui-là,
hein, dont je viens de parler, c'est l'unique x' y' appartenant à C, vérifiant cela. Démonstration, ben je pars de ça, et je multiplie donc des deux côtés par celui-là. D'accord? Alors ça fois 1, 0, ben ça fera ça. Et puis là, j'utilise la distributivité, d'accord? Et quand je calcule ça, ça fait 1, 0. Et 1, 0 fois x', y', ça fait x', y'. Donc x', y' est égal à ça. D'accord? Et réciproquement, on vient de voir avant que si x', y' est égal à ça, eh bien xy multiplié par x', y' est égal à 1, 0. De tout ça, on en déduit quoi? Ben, tout simplement que tout complexe non nul a un inverse. Il y a une réciproque pour la multiplication, donc un inverse. Il est inversible pour la multiplication, et du coup, C va être un corps commutatif. Conclusion, eh bien, de tout ce qu'on vient de démontrer, on en déduit que C plus multiplié est un corps. Il est donc intègre, hein, on a ça. Revenons à l'application phi qu'on avait vue d'entrée de jeu, celle-là, qui était bijective, qui vérifie évidemment ça, et on avait vu qu'en plus on avait ça. Donc on a aussi ça. Eh bien on en déduit que E plus étoile est un corps, et que phi est un isomorphisme du corps C plus multiplié sur ce corps E plus étoile. Et donc les plus petits ensembles qui contiennent R et I, vérifiant ça, et qui sont stables pour ces deux opérations, sont isomorphes en fait au corps C plus multiplié. Donc c'est une sorte d'unicité de C. Remarquons que l'application qui a x appartenant à R associe le couple x0 appartenant à C est un morphisme de corps, évident, hein, et injectif en plus. Il permet d'identifier x0 et x appartient à R, et donc en particulier 1, 0 et 1. Du coup, si je prends xy qui appartient à C, puisque j'ai ça, alors ça c'est facile à vérifier, hein, est égal à 0y, et que xy peut s'écrire x0 plus 0y, ça va donc être x0 plus y0 fois 0,1. Et donc, comme ça, ben, je vais l'appeler i parce qu'il vérifie, on l'a déjà vu, ça. D'accord? Donc ça. Et comme on identifie x0 à x et qu'on identifie y0 à y, eh bien ça devient x, ça devient y, et ça devient i. D'accord? La commutativité, ça fait i fois y. Voilà. Donc on va le noter x plus y. Tout élément de C s'écrit de façon unique x plus y, où x, y appartiennent à R, avec i carré égale i fois i égale moins 1. Si lambda x, y appartiennent à R, lambda multiplié par x plus y est égal à lambda 0 multiplié par xy, hein, si on revient à la définition. Donc ça va faire lambda fois x moins 0 fois y, puis lambda y plus 0 fois i. Ça nous fait ça. C'est-à-dire lambda x plus i lambda y. En particulier, si lambda vaut moins 1 et que x vaut 0, bah, j'obtiens que moins 1 fois y est égal à i fois moins 1 y. Et donc ça va faire i multiplié par moins y. Donc j'obtiens que moins i y est égal à i fois moins y, ce qui n'est pas une surprise. Hein. Donc tout nombre complexe z appartient à C. C'est écrit de façon unique xy, donc z égale x plus y. X est la partie réelle de z, y la partie imaginaire, on note comme ça. Tout nombre complexe z tel que x égale 0, donc z est égal à y, y appartient à R, est appelé un imaginaire pur. L'ensemble des imaginaires purs, ben c'est évidemment IR égale l'ensemble des y appartenant à R. Soit x, y des réels, le conjugué du complexe z égale x plus y, c'est cette barre qu'on était comme ça, qui était le couple x moins y, qui désormais se note comme ça, et donc égal à x moins y. Pour z différent de 0, bah, z différent de 0, ça équivaut à dire que x, y est différent de 0, 0. Donc ça équivaut à dire que x
est différent de 0 et y est différent de 0, donc que x est différent de 0 et moins y aussi, et donc ça équivaut à dire ça, et donc ça équivaut à dire que le conjugué de z est différent de 0. Si x, y appartient à R et que z est égal à x plus y, on sait que z bar est égal à x2 plus y2 qui appartient donc à R+. Le module de z est par définition, module de z est égal à racine carrée de z bar égale racine carrée de x2 plus y2. Bon, en fait, ça prolonge la valeur absolue qu'on a dans R, parce que si on est dans R, y vaut 0. Et à ce moment-là, ça, c'est égal à racine carrée de x2 qui fait valeur absolue de x. Hein. Donc ça, c'est égal à valeur absolue de x quand si y est égal à 0. Donc on voit que ça prolonge la valeur absolue. On a z égale 0, module de z égale 0 qui équivaut à dire que x2 plus y2 égale 0, ce qui équivaut à dire que x égale y égale 0. Donc z est égal à 0. Si z est différent de 0, on sait que l'inverse de z, qu'on note z-1 ou 1 sur z, est égal à ça. Et ça peut s'écrire comme ça, et ça peut s'écrire comme ça. Et donc je vois que c'est z bar, c'est 1 sur z bar multiplié par z bar. Alors on va retrouver ça un petit peu plus loin. Calcul dans C. Comme dans R, on les fera sans revenir donc à la notation xy. Et puis, bon, les calculs sont naturels. Hein. Par exemple, si on a ça, ça fait ça. Là, on le fait, le produit, on fait x plus x y plus y z plus y fois y, on trouve ça. On retrouve le résultat. Donc zz' est égal... Alors, je peux aussi dire hein, que zz' c'est x plus y z', et que ça fait xz' plus y z'. De toute façon, là on a des réels et des complexes, mais les réels c'est des complexes. Hein. Donc cette multiplication ne pose aucun problème. iz, c'est i fois x plus y, c'est-à-dire ix plus i carré y, ça fait moins i, ça fait moins 1 fois y, donc moins y plus ix. Les inverses. Même propriété que dans les corps commutatifs. Si z est différent de 0, z' sur z désigne z' multiplié par z-1, c'est-à-dire z' fois 1 sur z. Z' sur z est égal à zz' fois z-1. Donc z' fois z fois z-1, la commutativité est importante ici, hein, ce qui fait z'. Donc nous on dira qu'on simplifie par z. Si z est différent de 0 et z' différent de 0, 1 sur zz' est égal à zz', enfin à l'inverse de zz', c'est-à-dire z-1, grâce à la commutativité, fois z'-1, c'est-à-dire 1 sur z fois 1 sur z'. Si z est différent de 0 et z seconde différent de 0, z' seconde sur z seconde, ça fait ça, ce qui fait ça, ce qui fait z' sur z. On a simplifié par z seconde. Si z est différent de 0, on a facilement ça. Et si z1, z3 appartiennent à C, que Z3, Z4 appartiennent à C étoile, on a ça, qui est égal à ça, fois ça, qui est donc égal à ça, c'est-à-dire Z1, Z3, Z2 sur Z2, Z4. On a multiplié en haut et en bas. Si ZZ' appartiennent à C étoile, l'inverse de Z' sur Z, puisque là il est différent de 0, hein, Z' sur Z, vu que tous les deux sont différents de 0, Z' sur Z est différent de 0 parce que c'est Z' fois 1 sur Z. 1 sur Z est différent de 0 et Z' est différent de 0. Donc ça va être l'inverse de ça, c'est-à-dire ça. Donc ça fait Z sur Z'. On retrouve facilement que si Z est différent de 0, 1 sur Z est égal à, et je multiplie en haut et en bas par Z bar, je le peux parce que Z bar est différent de 0, vu que Z est différent de 0. Et donc je trouve Z bar sur module de Z au carré. Je retrouve ce que j'avais eu avant. Bon, on a les identités remarquables, comme dans tout corps commutatif. Donc, A plus B carré égale A carré plus 2AB plus B carré. A moins B carré égale A carré moins 2AB plus B carré. A plus B facteur de A moins B égale A carré moins B carré. Je ne leur démontre pas. Puisque
puissance. Donc on va faire avec le nombre complexe ce qu'on a fait avec dans des corps commutatifs, dans n'importe quel corps commutatif. Donc je reprends la définition pour z appartenant à C, z puissance 1 c'est z, et par récurrence sur n appartenant à une étoile, z puissance n plus 1 c'est z puissance n fois z, et on pose z puissance 0 est égal à 1. On a alors, quel que soit zz' appartenant à C, quel que soit np appartenant à n, z puissance n à la puissance p égale z puissance np, zz' à la puissance n égale z puissance n, z' puissance n, z puissance n fois z puissance p égale z puissance n plus p. Pour ça, je ne le redémontre évidemment pas. Et par ailleurs, exposant négatif, pour z différent de 0 et n appartenant à z négatif, on pose z puissance n égale l'inverse de z puissance moins n est positif. On a alors les mêmes résultats qu'ici. Donc ça, déjà vu avec les corps commutatifs. Le binôme de Newton, lui aussi, ça a déjà été vu avec les corps commutatifs. A plus b à la puissance n égale somme de k égale 0 à n, de k parmi n, a puissance k, b à la puissance n moins k. Conjugaison. Conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués. Conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Conjugué du conjugué, c'est z. Partie réelle de z égale z plus z bar sur 2. Partie imaginaire égale z moins z bar sur 2i, attention oui. Et module de z est égal à module de z fois module de z'. Bon, bah, tout ça, c'est alors là, c'est vraiment évident. Ici, ça l'est presque aussi. On calcule le conjugué de ça, donc ça fait ça. On multiplie les conjugués, ben on voit que ça donne la même chose, d'où le résultat. Conjugué du conjugué, ben ça fait ça. Z plus z bar sur 2, ben ça fait x, donc ça fait bien partie réelle. Et z moins z bar sur 2i, ben ça fait 2y sur 2i, ça fait y égale partie imaginaire de z. Module de zz' au carré, c'est zz' fois zz', conjugué de zz', donc ça fait ça. Et on regroupe, ça fait ça, donc ça fait module de z au carré fois module de z' au carré. Mais module de z sont des réels. Donc, module de z' au carré égale le carré de module de z fois module de z'. Et comme ils appartiennent à R+, en fait, on a les carrés de deux nombres positifs qui sont égaux, donc les deux nombres positifs sont égaux. Donc module de zz' égale module de z fois module de z'. Si z appartient à C et que z appartient à R équivaut à dire que partie imaginaire de z égale 0, ça équivaut à dire que z bar égale z. Z imaginaire pur, ça équivaut à dire que partie réelle de z égale 0, équivaut à dire que z bar est égal à moins z. Démonstration, quand z égale x plus y, z appartient à R, ça équivaut à y égale 0, équivaut donc à partie imaginaire de z égale 0, équivaut à dire que ça égale 0, équivaut à dire que z moins z bar égale 0, équivaut à dire que z bar est égal à z. Et on a la même chose avec z imaginaire pur, ça équivaut à dire que x égale 0, donc que partie réelle égale 0, donc que ça égale 0, et donc que z bar égale moins z. Une remarque, si lambda appartient à R et que z appartient à C, le conjugué de lambda z est égal au conjugué de lambda, bien sûr, multiplié par conjugué de z, mais le conjugué de lambda, vu que c'est un nombre réel, c'est lambda. Donc ça fait lambda z bar. Une remarque, si z est un complexe non nul, z' un complexe c'est n appartenant à z, alors 1 sur z puissance n est égal à 1 sur z puissance n. Et z' sur z à la puissance n est égal à z' à la puissance n sur z puissance n. C'est en fait une propriété des corps commutatifs, donc on ne le redémontre pas. Si z est non nul et z' appartient à C, le conjugué de 1 sur z c'est 1 sur le conjugué de z, le conjugué de z' sur z c'est le conjugué de z' sur le conjugué de z. Le module de 1 sur z c'est 1 sur module de z, le module de z' sur z, c'est module de z' sur module de z. Démonstration, bah, on sait qu'on a ça. Ça, on peut l'écrire lambda z bar avec lambda égale 1 sur zz bar qui appartient à R. Donc, le conjugué de ça, ça va être lambda conjugué de z bar. C'est-à-dire lambda z, c'est-à-dire z sur
z, alors, lambda c'est 1 sur zz bar, donc ça fait z sur zz bar, donc 1 sur z bar. Et module de 1 sur z au carré, c'est 1 sur z multiplié par conjugué de 1 sur z, donc 1 sur z fois 1 sur z bar égale 1 sur zz bar égale 1 sur module de z au carré. Comme tous les deux sont des réels positifs, on prend la racine carrée et on a le résultat. Et puis pour ça, ben, c'est pareil, hein, on fait ça, on sait que c'est ça, donc ça fait conjugué de z' sur conjugué de z. Et puis pour le module, c'est exactement pareil. R est un sous-corps de C, C est un surcorps de R, donc on a tout fait pour. Hein. Et C est un R espace vectoriel de dimension 2, de base 1i. Démonstration, bon, on sait déjà que R plus multiplié est un corps, hein, et donc c'est un sous-corps de celui-là, puisque les opérations sur C sont les mêmes, on a prolongé les opérations sur R. Donc C est un R espace vectoriel. D'accord? Alors, on pourrait le redémontrer, mais bon, en fait, ça vient du fait que quel que soit UV appartenant à C et AB appartenant à R, eh bien, on a tout ça. Voilà. En fait, on a tout ça parce que tout simplement, quand on est dans R, on est aussi dans C. 1 appartient à C, I appartient à C, tout Z peut s'écrire Z égale X plus Y de façon unique avec X égale partie réelle de Z qui appartient à R, et Y égale partie imaginaire de Z qui appartient à R aussi. Donc ça dit bien ça que c'est X fois 1 plus I fois Y, donc un I est une base de R, du R espace vectoriel C, et C est donc un R espace vectoriel de dimension 2. Alors, on le savait parce que C c'est en fait R croix R. Hein. Comme tout corps C, C est un espace vectoriel de dimension 1 et de base 1. Quel que soit Z appartenant à C, module de partie, alors en fait c'est valeur absolue, mais c'est pareil, hein, de partie réelle de Z est inférieure ou égale à module de Z, et puis valeur absolue de image de Z est inférieure ou égale à module de Z. Module, quand Z est un nombre réel, le module de Z c'est la valeur absolue de Z. Démonstration, si Z est égal à X plus Y avec X, Y appartient à R, module de Z au carré est égal à X2 plus Y2 est supérieur ou égal à X2. Donc quand comme on peut prendre la racine carrée, et donc ça nous fait module de Z supérieur ou égal à la racine carrée de X2 qui fait valeur absolue de X. Et de même, valeur absolue de Z est supérieure ou égale à valeur absolue, module de Z est supérieur ou égal à valeur absolue de Y. Une égalité triangulaire qui nous permettra ensuite d'avoir une distance, une norme, quel que soit Z, Z' appartenant à C, module de Z plus Z' est inférieur ou égal à module de Z plus module de Z', démonstration, ben, on écrit ça, et puis on développe, et donc on obtient ça. Et ça, on remarque que celui-là, c'est le conjugué de celui-là. D'accord? Donc ça fait deux parties réelles de Z conjugué de Z'. Voilà. Mais partie réelle de Z conjugué de Z', d'après ce qu'on a dit avant, c'est inférieur ou égal. Alors là, je mets ça. À module de Z, Z' bar. Donc, et ça, c'est égal à ça. Et ça, et le module de Z' bar, c'est le module de Z'. D'accord? Donc, la partie réelle donc ça, je peux le rendre, ça c'est donc inférieur ou égal à ça. Donc ça me donne que Z plus Z', module de Z plus Z' au carré, est donc inférieur ou égal à module de Z au carré, plus module de Z' au carré, plus 2 module de Z, module de Z'. Pour ça, c'est une identité remarquable dans R, hein. Ça fait module de Z plus module de Z', le tout au carré. Ça, c'est un réel positif, hein. Alors évidemment, ça aussi, hein, c'est un réel positif, et donc en prenant la racine carrée, on a le résultat. Remarque, on a utilisé le fait que si Z appartient à C, hein, on l'a utilisé ici, eh bien le module de Z bar est égal au module de Z, ce qui est évident puisque module de Z bar au carré, c'est Z bar multiplié par conjugué de Z bar, donc ça fait Z bar fois Z, et Z bar fois Z, c'est module de Z au carré. Donc quand on prend la racine carrée,
ça fait bien module de z bar qui est égal au module de z. Si z, z' appartiennent à C, on a en fait l'égalité si et seulement si z' est égal à lambda z avec lambda appartenant à R+, ou bien si z est égal à 0. Démonstration, on reprend donc ce qu'on avait démontré là, et on voit qu'on a l'égalité si et seulement si on a partie réelle de zz' égale module de zz' bar est égal à module de zz' bar. Alors, remplaçons mon zz' bar par u. Si u est égal à a plus si b appartient à c, avec ab appartient à r, partie réelle de u est égale à module de u, ça équivaut à dire ça, c'est-à-dire ça implique que b est égal à 0. Et donc u est égal à a. En même temps, la partie réelle étant égale à un module de u qui est un réel positif, on en déduit que a est positif, donc que u appartient à R+. Donc ça, c'est égal à alpha et ça appartient à R+. Alors, si z est différent de 0, bah, z' bar va donc être égal à alpha sur z, et donc z' va être égal à conjugué de alpha, mais alpha c'est un réel, donc ça fait alpha, sur conjugué de z bar. Et en multipliant par z en haut et en bas, donc ça me fera ici z bar, ça fera alpha z sur z bar. D'accord? Et ça fait lambda z avec lambda qui est égal à alpha sur z bar, c'est-à-dire alpha sur module de z au carré, qui appartient bien à R+. Voilà. D'accord? Donc soit z est égal à 0, soit on a ça. Réciproquement, si z est égal à 0, ben, le résultat est évident. Et si z' est égal à lambda z avec lambda réel positif, z plus z' va être égal à z plus lambda z, c'est-à-dire 1 plus lambda z, qui est un réel là positif, hein, 1 plus lambda. Et donc son module z plus z' va être égal au module de 1 plus lambda, multiplié par le module de z, mais le module de 1 plus lambda, c'est 1 plus lambda, puisque c'est un réel positif. D'accord? Et donc, multiplié par module de z. Donc, module de z plus z' est égal à module de z plus lambda module de z, ce qui fait module de z plus module de lambda z. Lambda est un réel positif. Voilà, c'est pour ça. Et donc ça fait module de z plus module de z', tout le résultat. Si z, z' appartiennent à C, alors, valeur absolue, en réalité, module de z, c'est un réel, un positif. Le module de z' aussi. Donc ce module-là, c'est une valeur absolue. Est inférieur ou égal à module de z moins z'. Démonstration, j'applique l'inégalité triangulaire avec z que j'écris z moins z' plus z'. Donc ça va être inférieur ou égal à son module de z va être inférieur ou égal à module de z moins z' plus module de z'. Et donc ça me donne, en faisant passer z' de l'autre côté, que module de z moins module de z' est inférieur ou égal à module de z moins z'. Maintenant, si j'échange z et z', j'obtiens que module de z' moins module de z est inférieur ou égal à module de z' moins z, qui lui est égal à module, parce qu'ils sont opposés, donc ils ont le même module, hein, est égal à module de z moins z'. Et donc, ça me fait que moins, je fais passer de l'autre côté. Voilà. Et donc, j'obtiens ça. Et donc, finalement, j'obtiens ça. Alors, si j'appelle A ce nombre réel, B celui-là, ben, celui-là est positif, j'ai A qui est compris entre moins B et B, et ça, je sais que ça signifie que valeur absolue de A est inférieure ou égale à B. Donc ici, valeur absolue de module de Z moins module de Z' est inférieure ou égale à module de Z moins Z'. Mais encore une fois, cette valeur absolue, c'est aussi un module. On a donc défini en fait une norme sur le R espace ou le C espace vectoriel C. Démonstration, n de z égale module de z est positif quel que soit z appartenant à C. Il est nul si et seulement si z est égal à 0. Et n de z plus z' est inférieur ou égal, on a l'inégalité triangulaire. Par ailleurs, si lambda appartient à K, qui peut être R ou C, n de lambda z est égal à module de lambda z égale module de lambda multiplié par module de z. Alors ça,
ça fait valeur absolue de lambda si lambda appartient à R, bien sûr. Peu importe, c'est bien ce qui permet, c'est bien, on a ici tout ce qui définit une norme. Voilà. C est donc un K, ou C, espace vectoriel normé pour cette norme-là. La norme sur C permet de définir une distance qui vérifie donc une distance, c'est une fonction qui vérifie ces propriétés-là. Ce qui permet de définir une topologie sur C engendrée par les boules. D'accord ? Bon, là, je ne vais pas refaire un cours de topologie. Là, je dis deux mots de la limite d'une suite converge vers Z appartenant à C si, quel que soit epsilon positif, il existe un rang à partir duquel on est ça. On démontre facilement l'unicité de la limite quand la suite est convergente, bien sûr, et on écrit ça. La linéarité, si les suites sont convergentes de limite Z, Z' et que lambda appartient à C, alors il est facile de démontrer ça. Bon, on l'a déjà fait dans des chapitres consacrés aux suites. Si Zn est une suite de C, Xn partie réelle de Zn, Yn partie réelle de Zn, Z de partie réelle X, partie imaginaire Y, partie imaginaire. Alors, Zn converge de limite Z, ça équivaut à dire que les suites Xn et Yn sont convergentes de limite XY. On exprime que la suite Zn est convergente, on remplace Zn moins Z par ça, hein, et on sait qu'à ce moment-là, la partie réelle comme la partie imaginaire sont inférieures à epsilon, et donc on en déduit que Xn converge vers X et Yn vers Y. Et réciproquement, il y a deux rangs à partir desquels on a ça, et donc à ce moment-là, on sait que Zn moins Z en module, c'est égal à ça va être inférieur à epsilon 2 sur 4 plus epsilon 2 sur 4 dès qu'on prend n supérieur au sub de n1, n2. Et ça fait quoi? Ça fait epsilon 2 sur 2, donc la racine, ça fait epsilon sur racine de 2. C'est inférieur à epsilon, d'où on déduit que Zn converge vers Z. Remarque, si Xn est une suite convergente dans R, alors elle converge dans C. Ça c'est évident, parce que si elle converge dans R, elle vérifie ça en fait. Voilà. Et si Xn est divergente dans R, alors elle est divergente dans C. Elle est divergente dans C, sinon elle convergerait vers Z égale X plus Y, mais alors la partie réelle de Xn, qui est Xn, convergerait vers la partie réelle de Z, qui est X. Donc Xn convergerait vers X, ce qui est faux. Si Zn est une suite de C, converge vers Z appartenant à C, alors la suite des conjugués converge vers Z bar, c'est évident parce que on a ça. Seulement si je prends ça, ça implique le conjugué est le même module, hein, et donc ça implique ça de résultat. Propriété, si on a deux suites Zn, Z'N de C, convergentes de limite Z, Z', alors la suite Zn, Z'N converge de limite Z, Z'. Et si les Zn sont différents de 0, les suites 1 sur Zn, Z'N sur Zn sont convergentes de limite 1 sur Z, Z' sur Z. Ça aussi, ça a été fait quand on a étudié les suites. Zn est une suite de Cauchy de C si et seulement si la suite des parties réelles et parties imaginaires sont des suites de Cauchy de R. Bon, c'est facile, on exprime que c'est une suite de Cauchy dans C. Et ça va impliquer ça et ça. D'où on a bien les suites de Cauchy, que Xn est une suite de Cauchy et Yn une suite de Cauchy dans R. Inversement, si ce sont des suites de Cauchy, on va avoir ça avec deux rangs différents a priori. Et si on prend PQ supérieur ou égal au sub des deux, eh bien on aura les deux en même temps. Et à ce moment-là, le module de Zp moins Zq, qui est égal à ça, va être inférieur, on a déjà vu ce genre de démonstration, à epsilon 2 sur 2, epsilon carré sur 4 plus epsilon carré sur 4, enfin racine de ça. Ce qui fait epsilon sur racine de 2 inférieur à epsilon, donc on voit que la suite Zn est de Cauchy. C est complet, car si Zn est une suite de Cauchy, alors Xn et Yn sont de Cauchy dans R, et comme R est complet, elles sont convergentes vers X et Y. Donc on sait qu'à ce moment-là, la suite Zn converge vers Z égale X plus Y. Le théorème de Bolzano-Weierstrass dans C, donc Bolzano et Weierstrass, des mathématiciens allemands du 18e, 19e siècle, grands spécialistes d'analyse tous les deux,
peut-être encore plus Weierstrass. J'en ai parlé déjà en topologie de ces deux-là. De tout de suite, Zn borné de C, on peut extraire une sous-suite convergente. C'est facile parce que donc, on a déjà ce résultat dans R. Démonstration avec les notations précédentes, c'est-à-dire les xn, yn. Il existera un rang, il existera tel que Zn est toujours inférieur en module à A, quel que soit n appartenant à n. Donc on a ça, donc ça. Donc on voit que la suite xn est une suite réelle bornée, donc on peut lui appliquer Bolzano-Weierstrass dans R. Elle admet une sous-suite convergente, donc une fonction phi strictement croissante de n vers n, telle que la sous-suite x phi de n est convergente vers x appartenant à R. La suite y phi de n est une suite réelle bornée aussi, puisque la suite yn est bornée. On peut donc appliquer Bolzano-Weierstrass dans R, elle admet une sous-suite convergente. Donc il existe une fonction alpha strictement croissante de n vers n, telle que y phi rond alpha n, c'est-à-dire je remplace n par alpha n, comme ici j'avais remplacé n par phi de n. C'est convergente vers un y appartenant à R. Bon, bah, la suite x phi rond alpha n est elle-même une suite extraite de cette suite-là, qui a été convergente, donc elle aussi elle converge vers x. Et donc je vois que cette suite-là converge vers x, que l'autre converge vers y, et j'en déduis que la suite complexe, la sous-suite extraite, donc la suite extraite des z phi rond, enfin indice phi rond alpha n, est convergente et qu'elle converge vers x plus y, d'où le résultat. Si z appartient à C, on s'intéresse à la limite de z puissance n. Bien, si z égale 0 ou 1, cette suite converge vers 0 dans ce cas-là, vers 1 dans celui-là. Si z est différent de 1, alors la suite Zn converge si et seulement si le module de z est inférieur à 1, et on a alors la limite de Zn qui est égale à 0. Démonstration d'abord dans ce sens, si le module est inférieur à 1, le module ici c'est un réel. Donc à la puissance n, on sait que ça va tendre vers 0. On a vu ça avec les réels. Mais comme le module de z puissance n, c'est le module de z à la puissance n, ça implique donc ça. Et donc ça implique que Zn converge vers 0. En effet, si une suite Zn dans C vérifie que, en effet, dire que limite de Zn est égale à 0, ça équivaut à dire que quel que soit epsilon positif, il existe n tel que ça. D'accord? Et ça revient exactement à dire aussi que la limite de module de z puissance n est égale à 0. C'est équivalent de dire que la suite Zn tend vers 0, ou la suite des modules tend vers 0. Réciproquement, pour la réciproque, on va tout simplement prendre module de z supérieur à 1 et démontrer que c'est divergent. Bon, cette suite module de z à la puissance n, on a vu le résultat dans R, est divergente, sa limite c'est plus l'infini, donc la suite z puissance n est forcément divergente, sinon elle serait convergente, et on aurait quelque chose comme ça. Mais à ce moment-là, on aurait la limite de la valeur absolue de z puissance n qui serait égale à la valeur absolue de z. On pourrait dire que c'est dû à la continuité de la fonction module, mais on peut s'en sortir autrement. Et donc ça impliquerait que limite de module de z à la puissance n est égale à module de z, alors qu'on a supposé que cette suite était divergente. Donc une autre raison possible, c'est de dire si limite de z puissance n est égale à z, alors la limite de module de z puissance n est égale à module de z, tout simplement parce que module de z puissance, enfin une valeur absolue de module de z puissance n, de zn, pardon, là je prends une suite quelconque, moins module de z, ça va être inférieur ou égal à module de Zn moins Z. Donc si j'arrive à rendre ça inférieur à epsilon, à partir d'un certain rang, l'autre aussi va être inférieur à epsilon à partir d'un certain rang. D'accord? Et donc ça implique bien que ça implique bien ça. Conséquence, si Z appartient à C, module de Z inférieur à 1 implique que la série somme de Z puissance n est égale à 1 sur A moins Z. Et module de Z supérieur à 1 implique que cette série est divergente. Démonstration classique de ça.
Donc pour module de z inférieur à 1, évidemment z est différent de 1, donc on a ça. Et comme la limite de ce truc-là tend vers 0, c'est ce qu'on vient de démontrer, on en déduit que la limite de ça est égale à ça quand n tend vers plus l'infini. Donc on a bien le résultat. Si module de z est supérieur à 1, grâce à l'inégalité triangulaire, on en déduit que ça c'est supérieur ou égal au module de z à la puissance n plus 1 qui lui tend vers plus l'infini d'après ce qu'on a démontré avant. Donc celui-là va tendre aussi vers plus l'infini, donc divisé par module de 1 moins z, ça tend vers plus l'infini. Donc ça veut dire que la limite de ça quand n tend vers plus l'infini en module. Donc la série est évidemment divergente, c'est un résultat qui ne surprend pas puisque si on applique le critère de D'Alembert, on voit tout de suite que le rayon de convergence de cette série est égal à 1. Limite d'une fonction de la variable complexe, on est habitué plutôt à des fonctions de la variable réelle, mais on va voir que tout est pareil, donc les démonstrations sont les mêmes et je ne vais pas les faire. F de D vers C, D c'est une partie de C, donc ça, il faut peut-être le mettre ici, hop, voilà, qui contient une boule de centre U et de rayon R. Il dit que F admet la limite grand L. Alors grand L c'est un complexe quand Z tend vers U. Si quel que soit epsilon positif, il existe nu positif, tel que quand on a ça, alors module de F de Z moins L est inférieur à epsilon. Voilà. Alors, notez que ce nu, on peut le prendre inférieur à R. Pour tout de suite, ça équivaut à dire, et je ne vais pas le démontrer parce que ça a déjà été fait, que pour tout de suite Zn de D qui converge vers U, la suite F de Zn converge vers L. Donc la limite grand L, quand elle existe, est unique et on note comme ça. Maintenant, on peut parler de la limite de F de Z quand Z en module tend vers plus l'infini. Donc on a toujours ça, mais cette fois-ci, on suppose qu'il existe un R positif tel que pour tous les Z de module supérieur à R, tous ces Z-là sont inclus dans D. On dit que F à la limite grand L appartenant à C quand module de Z tend vers plus l'infini, c'est module de Z qui tend vers plus l'infini. Si quel que soit epsilon positif, il existe A supérieur à R, tel que pour module de Z supérieur à A, mais module de F de Z moins L est inférieur à epsilon. Ça équivaut à dire, et c'est la même chose que là, que pour tout de suite Zn de D vérifiant limite de module de Zn est égal à plus l'infini quand n tend vers plus l'infini, la suite F de Zn tend vers L. Soit F maintenant une fonction de D vers C, telle que toujours la boule U, le centre U de rayon R soit inclus dans D, et D qui est une partie de C. F à la limite grand L, donc L c'est un complexe, quand Z tend vers U, ça équivaut à dire que les parties réelles, les fonctions parties réelles, parties imaginaires, ont des limites A, B, évidemment réelles, quand Z tend vers U. On a alors L égale A plus CIB. A plus IB, c'est classique, c'est ce qu'on a déjà fait avec les suites. Calcul, si F et G vont de D vers C, donc D c'est une partie de C, on a ça. L appartenant à C, lambda appartenant à C. Si on a cette limite-là et cette limite-là, alors on a cette limite-là et celle-là. Et si L est différente de 0 et que la limite de F de Z quand Z tend vers U est égale à L, la limite alors de 1 sur F va être égale à 1 sur L. Parce qu'on a l'assurance que F de Z sera différent de 0 sur une boule suffisamment centrée en U et de rayon suffisamment petit. C'est ce qu'on va voir dans la démonstration, parce qu'on va démontrer ça. Voilà, alors évidemment, en utilisant ça ensuite, on peut dire que si on a ça, donc L est toujours différent de 0, et ça, alors la limite de G sur F est égale, quand Z tend vers U, à L' sur L. Donc on va juste démontrer ça. Il existe U1 positif tel que module de Z moins U inférieur à U1 implique ça. Ça c'est à cause du fait que la limite de F de Z quand Z tend vers U est égale à L. D'accord? Mais alors, on utilise l'inégalité triangulaire qui va nous donner tout de suite que F de Z est en module supérieur à module de L sur 2. D'accord?
Et ça nous donne donc que f de z va être différent de 0 sur cette boule centrée en U et de rayon U1. Donc 1 sur f va donc être défini là-dessus. D'accord? Et alors on peut choisir évidemment nu1 inférieur à r. Soit epsilon positif, il existe nu. Je réexprime le fait que la limite de f de z quand z tend vers u est égal à L. Donc j'ai ça, d'accord? Mais cette fois-ci, le epsilon, je le prends égal. En fait, le epsilon que je prends, c'est epsilon fois module de L au carré sur 2, puisque ça, c'est strictement positif. Alors si je prends 1 sur f moins 1 sur L, je mets au même dénominateur, ça me fait ça. Ça va être inférieur à... Ça, c'est inférieur à epsilon fois module de L au carré sur 2. Là, je vais avoir 1 sur module de L, puis 1 sur module de f de z. D'accord? Donc ça fait epsilon module de L au carré sur 2 module de L. Donc déjà, ça peut se simplifier. Et ce truc-là, il est supérieur à un module de L sur 2. Donc ça va être inférieur à ça. D'accord? Tout se simplifie, il ne reste plus qu'epsilon. Et donc je vois que la limite de 1 sur f de z quand z tend vers u est égale à... On en arrive à la notion de continuité quand la variable est une variable complexe. Alors, je vais très vite parce que on a déjà parlé de ça dans des chapitres de topologie. Et puis les démonstrations sont les mêmes que quand la variable est réelle. F de D vers C, où D est un ouvert inclus dans C, f est continu en z0 appartenant à D si limite de f de z en z0 est égale à f de z0. Ce qui équivaut à dire que, quel que soit epsilon positif, il existe nu positif tel que z moins z0 en module inférieur à nu, z appartenant à D, implique que module de f de z moins f de z0 est inférieur à epsilon, ce qui équivaut à dire que pour tout de suite un de D qui tend vers z de 0, eh bien f de un tend vers f de z0. Opération, si f et g vont de D vers C, donc D toujours ouvert inclus dans C, z0 appartenant à D, lambda appartient à C, fg continu en z0 implique que lambda f de g est continu en z0, c'est la linéarité, et fg continu en z0, des démonstrations déjà faites. F continu en z0 et f de z0 différent de 0 implique que 1 sur f est défini là-dessus et que 1 sur f est continu en z0. Alors un oubli, si f de D vers... si f est une application de D vers C et que il y a une boule de centre U et de rayon R qui est inclus dans D, et bien limite de f de z quand z tend vers U est égale à L implique que limite de module de f de z est égale à module de L. Ça j'ai oublié de le démontrer sur les limites. C'est évident hein, parce que on a ça, d'accord, donc ça, et donc il suffit de remarquer que ça c'est inférieur à ça, donc inférieur à epsilon. Conséquence, si f de D vers C, où D est un ouvert de C, est continu en Z0, alors module de f est continu en Z0. Enfin, pas enfin d'ailleurs, f de D vers C, toujours en ouvert de C, hein, est continu sur D si f est continu en tout Z, définition classique. Fg de D vers C, fg continu sur D, lambda appartenant à C implique ça, d'accord, voilà, ça provient de ce qu'on a démontré avant. Et si f est continu si f est continu sur D, et que f de Z ne s'annule jamais, quel que soit Z appartenant à D, alors 1 sur f est continu. Voilà, on aurait pu rajouter que G sur f est continu, avec G continu. Si f est continu en Z0, alors non, si f va de D vers C, eh bien f est continu en Z0, si et seulement si les parties réelles et parties imaginaires sont continues en Z0. Bon, c'est évident parce que f continu en Z0, c'est équivaut à dire ça, et ça, on l'a vu avec les limites, c'est équivaut à dire ça, et ça. Voilà, donc f, si f va de D vers C, bah, f continue sur D, ça équivaut à dire que parties réelles, parties imaginaires sont continues sur D. Enfin, pour une fonction f la fonction f qui a z appartenant à c, elle associe une constante, bah, elle est continue. Et quel que soit n, la fonction z, f qui a z associe z puissance n, est continue aussi. Démonstration pour la première, il suffit de remarquer que
on prend nu égale 1, hein, tout simplement, puis on a ça. Le module de f de z moins f de z0, ce module de k moins k est égal à 0, bah c'est bien inférieur à epsilon, donc f est continu en z0, quel que soit z0, donc f est continu sur c. La 2, bah, c'est vrai à l'ordre 0, puisque à l'ordre 0, ça fait z donne 1, et on vient de voir que c'est continu. À l'ordre 1, bah, il suffit de remarquer que ça f de z moins f de z0, c'est module de z moins z0, donc il va être inférieur à epsilon, hein. Il suffit de prendre nu égale epsilon. Voilà, donc c'est continu en z0, quel que soit z0, donc c'est continu sur c. Et puis si on suppose que c'est vrai à l'ordre n, eh bien zn plus 1 est égal à zn fois z, produit de deux fonctions continues. Donc f est continu, donc là, c'est vrai à l'ordre n plus 1, donc c'est héréditaire, et donc d'après le théorème de récurrence, c'est toujours vrai. Exemple de fonction continue, z donne une constante, z donne z puissance n où n appartient à n, z donne alors, module de z, z donne z bar, z donne un polynôme en z, z donne partie réelle de z, partie imaginaire de z, z appartenant à c étoile donne 1 sur z, z donne z puissance n, n appartenant à z. Ça a déjà été vu, z donne z est continu, donc z donne module de z aussi, quel que soit z, z et z0, on a module de z bar moins z0 bar qui est égal à module de z moins z0, donc ça implique ça, donc on a bien continuité en z0 quel que soit z0, de le résultat, donc là je viens de démontrer en fait ça, pour celle-là bah, c'est la linéarité, pour celle-là z donne z est continu, donc les deux vont être continus, et on est ici, bah, ici ça s'annule pas, c'est continu, donc l'inverse aussi. Et donc, pour celle-là, ben, c'est pareil, ça ne s'annule pas. Donc, l'inverse est continu. Donc, z puissance moins n est continu, quel que soit l'entier naturel, n. Donc, finalement, c'est vrai, quel que soit n appartenant à c. Fonction dérivable, d est un ouvert de c, f de d vers c, z0 appartenant à d, on dit que f est dérivable en z0 si la fonction u définie sur d moins z0 par u de z égale f de z moins f de z0 sur z moins z0 a une limite grand L appartenant à c. Cette limite, qui est forcément unique, est appelée nombre dérivé de f et notée en z0 et notée f' de z0, et donc on a ça. F est dérivable, si f est dérivable en z0, f est continu en z0. Bon, on a déjà fait ça avec la variable réelle, on prolonge la fonction u ici par continuité en posant u de z0 égale f' de z0, on a ça, alors ça c'est vrai, quel que soit z appartenant à d, hein, ça on peut dire que c'est vrai, quel que soit z appartenant à d, parce que c'est vrai sur d privé de z0, et c'est vrai aussi en z0, parce que ça vaut 0 à ce moment-là. D'accord? Par ailleurs, la limite de ça fait 0 quand z tend vers z0, la limite de ça fait f' de z0, donc la limite de f de z quand z tend vers z0, c'est f de z0 plus 0 fois f' de z0, donc ça fait f de z0, donc f est continu en z0. Voilà, c'est ça qu'on voulait démontrer. Maintenant, si f est dérivable, on dit que f est dérivable si f est dérivable en tout z appartenant à d, on définit alors la fonction dérivée qui est z associe son nombre dérivé. Si f et g vont de d vers c, que lambda appartient à c, fg dérivable en z0 implique lambda f plus g, donc z0 il appartient à d, hein. Et f de g sont dérivables en z0, et on a cette relation-là déjà bien vue avec la variable réelle, hein. Et si f de z0 est différent de 0, 1 sur f et g sur f sont dérivables en z0, et cette dérivée est égale à ça, celle-là est égale à ça. C'est la même démonstration pour la variable réelle. F donne, qui a z donne constante est dérivable en z0, la dérivée c'est nul. Ah oui, parce que f de z, pour z différent de z0, f de z moins f de z0 sur z moins z0 est égal à 0, donc ça tend vers 0 quand z tend vers z0. Et ça, quel que soit z0, hein, donc ça veut dire ça. Oui, là, je pouvais mettre z. D'accord, je fais la démonstration en z0, et puis je dis que ça, c'est vrai. Hein, donc,
f' de z0 existe, est égal à 0, quel que soit z0, appartenant à D. Alors ici, c'est quel que soit appartenant à C. Voilà. Et ici, enfin, pour celle-là, elle est dérivable, sa dérivée est égale à ça pour n appartenant à n étoile. Là aussi, on peut le démontrer par récurrence, mais on peut aussi faire z puissance n moins z0 puissance n sur z moins z0, voir que c'est égal à ça, c'est évident. Il suffit de multiplier ça par ça et de simplifier. Et à ce moment-là, tout ça c'est continu. Ça tend, les z à la puissance k tendent vers z0 à la puissance k. Et donc, partout, ça va tendre vers z0 à la puissance n-1. Et comme il y a n termes, puisqu'on va de 0 jusqu'à n-1, ça fait n z0 à la puissance n-1. Et là, je viens de le démontrer, quel que soit z0 appartenant à C. Donc la dérivée en z0, c'est n z0 à la puissance n-1. La dérivée en z, c'est donc n z à la puissance n-1. La fonction qui a z appartenant à C étoile associe 1 sur z est dérivable. Sa dérivée, c'est moins 1 sur z2. Cette fonction-là est dérivable aussi. Sa dérivée, c'est moins n sur z à la puissance n plus 1. Donc la fonction qui a z appartenant à C étoile associe z puissance n pour n appartenant à z est dérivable. Sa dérivée, c'est n à la puissance z n-1. Bon, la démonstration est à peu près évidente pour celle-là, quel que soit z0. Donc ça donne bien cette formule-là. On peut refaire la même chose ici. Je vous laisse vérifier. Alors la troisième, elle est vraie si n appartenant à n, appartient à n. Et si n appartient à un z et que n est négatif, p est égal, on pose p égale moins n qui appartient à n. f de z est égal à 1 sur z puissance p. Sa dérivée, c'est moins p sur z à la puissance p plus 1, qui est bien n fois z à la puissance n-1, donc ça marche. f de d vers c, z0 à nous vers d de c, g de d' vers c, alors d' c'est nous vers de c, on suppose que f de d est inclus dans cet ouvert. Si f est dérivable en z0 et g est dérivable en f de z0, alors g moins f est dérivable en z0, et on a cette formule. Si f est dérivable sur d et g sur des primes, et bien voilà. Bon, c'est la même démonstration que pour la variable réelle. On l'a aussi redémontré, il me semble, quand on a vu les fonctions holomorphes, donc je ne le refais pas ici. Soit la fonction. Alors, les fonctions là, j'en place plusieurs en revue. Z bar, module de z, r, partie réelle de z, partie imaginaire de z, sont dérivables en aucun point. Et celle-là, module de z au carré, uniquement 0. Démonstration pour la première, z bar. Bien, on étudie en fait f de z moins f de z0 sur z moins z0. Alors on va prendre un z qui se rapproche de z0. Ici, je prends z0 plus 1 sur n. Donc ça fait ça, sur 1 sur n, ça tend vers 1. Mais si je prends un autre, si je me rapproche d'une autre façon de z0, je prends deux suites différentes en fait. C'est une suite zn. Et puis celle-là, je prends z0 plus i sur n. Ça se rapproche aussi, ça tend vers z0. À ce moment-là, quand je prends le conjugué, ça me fait un moins i sur n. Si bien que ça fera moins 1. Donc elles n'ont pas la même limite. Donc ça n'a pas de limite en z0. Donc c'est pas dérivable. Voilà. Donc partie réelle de z, c'est égal à z plus z bar sur 2. C'est pas dérivable en z0. Sinon, eh bien, comme z bar est égal à 2 parties réelles de z moins z, et que z est dérivable, et si partie réelle de z était dérivable en z0, z bar le serait aussi, ce qui est faux. D'accord? Voilà, idem pour partie imaginaire. Alors, on va d'abord démontrer la 5, c'est-à-dire ça. Alors, ça s'écrit comme ça, i de z, et je peux l'écrire aussi comme ça. On reprend la suite que j'avais tout à l'heure, z0 plus 1 sur n. Donc à ce moment-là, ça tend vers 1, ça tend vers z0, ça tend vers z0 bar, donc ça tend vers z0 plus z0 bar quand n tend vers plus l'infini. Mais si je prends z0 plus i sur n, ça tend vers moins 1, donc ça fera moins z0 plus z0 bar, qui est différent de z0 bar, de ça, pardon, si z0 est différent de 0. D'accord? Donc si z0 est différent de 0, c'est pas dérivable. Alors maintenant, si z0 est égal à 0, ce rapport-là, il est égal à ça.
module de z au carré sur z, c'est-à-dire z bar sur z, c'est-à-dire z bar. Et ça, alors pour z différent de 0 bien sûr, mais ça, ce z bar étant vers 0 quand z tend vers 0. Donc la dérivée là, elle est égale à 0. Donc c'est bien vrai ce que j'ai dit, c'est-à-dire que c'est pas dérivable, c'est dérivable uniquement en 0. Voilà. Bon, alors maintenant du coup on peut démontrer que celle-là n'est pas dérivable, parce que si elle était dérivable en z0 différent de 0, alors le carré le serait aussi, ce qui est faux. Voilà, parce qu'on a démontré que ça n'était pas. Et maintenant, si z0 est égal à z0, est égal à 0, module de z0 sur z moins z0, ça ferait module de z sur z. Alors ça tend par exemple vers 1 si z est égal à 1 sur n. Et puis ça tend vers moins 1 si z est égal à moins 1 sur n, parce que à ce moment-là, ça fait moins... ça fait 1 sur n sur moins 1 sur n. Donc ça fait bien moins 1. D'accord ? Et alors que ces deux-là, 1 sur n tend vers 0, et puis moins 1 sur n tend vers 0. Donc les limites ne sont pas les mêmes. D'accord ? Donc c'est pas dérivable non plus en 0. C'est pas dérivable ailleurs, donc c'est en fait nulle part dérivable. Voilà. Je finis juste pour dire que, comme pour la variable réelle, on définit les dérivées successives, je ne reviens pas là-dessus. C'est du travail de récurrence, en fait. Et dérivées successives fnième, n appartenant à n. Et la notion de classe, les fonctions de classe Cn, c'est des fonctions qui sont n fois dérivables et dont la dérivée fnième existe et est continue.